Est-ce que tu as déjà travaillé dans un environnement politisé, où on peut pas dire tout ce qu'on veut, où les gens se font un peu des coups de pute par derrière? Bah moi j'ai connu ça, Constantin a connu ça, on a tous connu ça. Et justement aujourd'hui, bah, on va regarder une vidéo de Alec Roy qui partage une expérience dans ce type de contexte-là. Et nous, bah, on va pouvoir compléter aussi avec nos propres points de vue, nos propres expériences. C'est parti, on lance la vidéo d'Alec. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une expérience qui m'est arrivée et qui pour moi fait partie de mon top 5 des plus gros échecs. C'était il y a quelques temps déjà, j'étais Scrum Master de 2 équipes qui travaillaient sur le même produit et on avait un Product Owner, je vais l'appeler Pierre, et il y avait quelques Proxy Product Owners qui étaient là pour l'aider parce que c'était un gros produit avec énormément de choses légales. Il y avait un souci dans cette équipe, il y avait un gros manque de communication entre Pierre et le reste de l'équipe. Pour vous dire, on ne voyait jamais Pierre. On était dans 2 bâtiments complètement séparés et autant on voyait les proxy product owners tous les jours, autant Pierre, on le voyait une fois par mois. Ce que je trouve intéressant à voir, c'est rappeler qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est que le fait qu'il y ait des proxy product owners, donc proxy product owners, c'est des gens qui sont là pour soutenir le product owner ou on va dire faire acte de présence quand il ou elle ne peut pas. Et ben du coup, ça ne pousse pas effectivement le product owner à être là, à être présent, à faire l'effort, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui est là pour pallier à son manque de disponibilité. Pas le sujet de la vidéo, mais c'est dans les éléments de contexte, c'est vrai que ça explique des choses. Mais un jour, je l'ai invité et il est venu à notre rétrospective. Durant la rétrospective, on a abordé tout un tas de sujets, mais il y en a un qui va attirer votre attention, c'est les 600 tests unitaires qui étaient en échec. À partir de là, les devs commencent à en discuter et à trouver une action. On sort de cette réunion, je suis convoqué par mon N+1 qui me dit « Alec, on a un sacré problème, mon homologue côté PO me dit qu'ils sont dans l'incapacité totale de tester quoi que ce soit. » En discutant un petit peu, je me rends compte en fait que l'argumentation, c'est vu qu'il y a des tests unitaires en échec, on ne peut pas tester fonctionnellement sur la plateforme de test, ce qui n'avait aucun rapport. Alors je lui ai dit, oui, en effet, il va y avoir des problèmes de qualité, potentiellement des régressions, potentiellement des choses qui ne vont pas fonctionner, mais ça ne m'empêche pas de tester. Dans cette organisation un petit peu politique, on prépare une communication, un truc assez lisse, mais en même temps explicatif et convaincant, et on envoie ça. Moi, je suis encore un jeune Scrum Master à l'époque, j'ai le sang chaud, et j'accepte pas très bien que quelqu'un vienne et essaie de s'attaquer aux développeurs. C'est un coup un peu bas. Et donc ce que je fais, en sauveur de l'humanité, le lendemain, au délit, auquel Pierre n'assistait pas, j'ai évoqué ce fait. J'ai appris que quelqu'un avait sorti des informations de la rétrospective de l'équipe pour lui nuire. C'est quelque chose que je peux pas accepter. Donc si ça doit se reproduire et qu'on arrive à identifier la personne, je demanderai à ce qu'elle sorte de l'équipe. Prends un peu d'avance puisqu'à la fin, Alec qui fait son propre débrief, lui-même fait peut-être aussi des hypothèses dans son interprétation de la situation. Il y a pas mal de raccourcis. Alors, il nous le raconte aussi, lui il l'a vécu, il va y avoir une part d'affect. En vrai, ça me choque pas qu'une personne apprenne quelque chose en rétrospective. J'ai appris qu'on n'avait pas de test unitaire. Et tout comme la personne peut avoir fait plein d'échanges à la machine à café, au détour de table, en dehors de la rétrospective avec tout le monde, et quand même mal expliquer, l'escalader, et c'est dramatique, et c'est triste, et c'est politique, et ça explose, mais il y a plein d'autres manières d'apprendre les choses. Tu vois, ouais, il y a vraiment un présumé coupable un peu. Mais vu que Pierre était pas là et que je savais que c'était lui qui avait fait remonter cette information, j'en ai profité pour faire mon erreur. Envoyer un email à toute l'équipe en écrivant exactement ce que je viens de vous dire. Dans la journée, je suis convoqué par mon N+1, mon email lui était parvenu parce que Pierre avait directement fait remonter cet email à la hiérarchie, qui l'avait fait redescendre à mon N+1. Je me suis fait éclater. Et ce qui est normal. Ce qui est marrant, c'est par contre, il nous précise pas. Alors, peut-être que Alec pourra venir au live pour nous en parler, justement. N'oubliez pas, hein, tous les jeudis, il y a un live. Venez, on vous le dit pas assez souvent dans les vidéos. Tous les jeudis, le live, venez. Mais il dit pas pourquoi est-ce qu'il a envoyé cet email. Il était en posture de sauveur, hein, si on sort le fameux triangle de Karpman. Oui, mais il l'avait déjà fait vis-à-vis de l'équipe. Tu vois, donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il attendait en fait en envoyant cet email? Oui, quel était son but derrière ça? Je pense qu'on est dans le domaine de l'ego quelque part. Enfin, tu vois, c'est le côté de l'émotion, très contrôlé. L'émotion est moins négative que l'ego. On voit bien que des profils, si on parle par exemple de Scrum Master, on n'aborde pas le travail de la même manière en fonction d'où on vient. Et ce qui est normal dans le sens où on a mécaniquement de l'empathie pour les personnes qui font ce qu'on a déjà vécu. Et donc il y a ce biais-là. Et tu vois, je pense qu'il y avait ça aussi dans ces premières expériences qu'il avait de c'est l'équipe et je suis là pour les défendre et c'est ça mon taf, quoi. Et qu'il prenait peut-être au trip quand tu dis que c'était l'émotion. C'était peut-être ses propres expériences précédentes qui rejaillissaient en mode
Je ne voudrais pas vivre ça. C'est quoi mon échec? Parce que j'ai essayé de recréer du lien avec notre PO et j'ai essayé de protéger les développeurs. Alors là, par contre, je réagis. Oui, techniquement, on pourrait dire qu'il a voulu créer du lien avec son PO. Je suis d'accord. Par contre, de ce qu'il en décrit, je n'ai pas vu du tout que ce soit un lien positif. Ouais, encore une fois, c'était très chargé. T'as l'impression qu'il était présumé coupable, le PO. Ouais, et c'est pour ça que je disais juste avant le côté, ça m'intéresse de savoir pourquoi il avait envoyé cet email. Parce que justement, est-ce que c'était dans une optique de tendre une perche au PO dans le sens, Oui. je veux qu'on communique, je veux qu'on parle, donc j'envoie ça? Ou est-ce que c'était plutôt, regarde, t'as fait les conneries, je sais que c'est toi et je vais te le dire par des moyens détournés, donc tu vas bien comprendre que je sais que c'est toi, et donc je t'envoie cet email-là. Nous, on ne sait pas, Alec pourra sûrement nous en parler, ou en tout cas réagir à la vidéo, mais quoi qu'il arrive, suivant comment il a tourné son mail, la personne qui l'a reçu, donc ce PO, a pu aussi le prendre d'une façon ou d'une autre, hein, ça on ne sait pas. Je tiens quand même à dire un truc, hein. Encore une fois, là, on critique un cadre où Alec fait la démarche de s'exposer, de dire voilà, moi j'ai fait ça. Bien sûr. Non, c'est ça, et rééquilibrer en disant que il y a encore pas si longtemps, j'ai fait des choses dans ce genre-là et que je regrette forcément. Donc voilà, oui, il n'y a pas du tout de pierre jetée. Je trouve ça intéressant dans ce que tu dis. Moi, régulièrement, j'ai l'impression que les leçons les plus basiques du monde, elles nous reviennent dans la tête régulièrement. Ouais. Régulièrement, on retombe dedans. Donc oui, on ne lui jette absolument pas la pierre. Bien au contraire, c'est intéressant justement d'aussi avoir pour nous ce miroir-là. Alors comment est-ce que j'aurais dû faire? Déjà, ça remonte bien avant la rétrospective. J'aurais pas dû laisser se détériorer cette situation. J'aurais dû mettre de côté mon avis personnel sur Pierre. Et j'aurais dû travailler quotidiennement avec pour essayer de créer un lien de confiance et de partager ce lien de confiance avec le reste de l'équipe. Alors oui, je mettrais juste un petit bémol, c'est que mettre de côté son avis sur Pierre, c'est pas non plus forcément, donc sur le PO, n'est pas forcément non plus très sain pour lui et la relation qu'il a avec la personne. J'aurais tendance plutôt à conseiller on ne met pas de côté, on en parle avec la personne en fait. C'est beaucoup plus désamorcé que de mettre de côté qui peut créer du ressentiment sur du long terme. Puis au final, on agit, on le garde toujours en tête, donc nos actions et notre façon d'être va être un peu teintée. Alors que quand on met les choses à plat avec la personne, qu'on dit ce qui nous gêne, alors de façon bienveillante, voilà, CNV, etc., ça peut permettre vraiment là de désamorcer et voire de créer une toute nouvelle relation avec la personne. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. D'ailleurs, on les voit aussi dans la formation quand on fait des mises en situation. Et c'est vrai qu'il y a un exercice qui est assez parlant où en fait, il y a un problème entre le PO et l'équipe et on voit que la plus grande majorité des élèves a tendance un peu comme ce qui est décrit Alec, à travailler avec l'équipe et à se mettre à positionner l'équipe par rapport au PO. Et généralement, dans le débrief, c'est le genre de choses qu'on leur dit. On dit, bah ouais, mais le PO, en fait, lui, il se fait défoncer tous les jours par la direction. Et en fait, est-ce que ça aurait pas de la valeur de se mettre à son service, de l'aider lui-même à gérer et à ce que lui aussi fasse preuve de transparence sur ce qu'il vit pour que l'équipe fasse front avec lui plutôt que juste se plaindre qu'au quotidien le PO il fait chier, etc. Donc effectivement, chacun évolue dans un certain contexte. Il y a la personne, il y a le caractère, mais très souvent, il y a aussi et surtout le contexte, les contraintes qu'a cette personne et effectivement les claques que se prend quotidiennement cette personne ça ne cautionne pas certains comportements, mais ça les explique et quand on les comprend, et encore une fois... Les gens agissent logiquement, ils ont un comportement logique. Cette phrase étonnamment magique, c'est « Comment je peux t'aider ?» Surtout quand les personnes sont un peu agressives ou dans l'opposition, et qu'on y va en mode « Comment on peut t'aider ? C'est quoi tes problèmes, etc. » C'est exactement ce que je voulais dire par « on les met pas de côté ». C'est-à-dire que pour moi, avoir une discussion bienveillante, alors on rappelle, c'est pas être bisounours, c'est dire oui à tout, d'être bienveillant. Oui, dans le meilleur des cas, bien sûr, on a une relation avec la personne sans a priori. Maintenant, ça reste très difficile. Plus on est impliqué émotionnellement, plus elle l'est. S'il y a le moindre doute ou si on se dit oui, mais en fait, oui, mais je sais que... Tu vois, non, mais je pars du principe que tu es de bonne foi, mais en vrai, je le pense pas. Je sais que tu n'es pas de bonne foi. C'est pas sain non plus. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, j'ai vraiment tendance à plutôt dire non, mais voilà, quand tu fais ça, moi, voilà ce que j'en comprends, voilà ce que je remarque, voilà ce que ça me fait, voilà ce que ça me fait dire. Parlons-en, d'expliquer à la personne son a priori.
Et là, par contre, on peut plus facilement s'en enlever parce qu'on reste dans le chercher l'explication plutôt que d'accuser. Pour moi, c'est beaucoup plus sain en fait d'avancer là-dessus que encore une fois de chercher à mettre le truc de côté comme si ça n'existait pas, alors qu'on l'a quand même en tête, quoi. Quand bien même à la fin de la rétrospective et avec sa compréhension, il va voir son N+1 pour lui parler de cette situation et ça nous retombe dessus et je me retrouve face à mon N+1. Et ben en fait, je vais voir Pierre. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais il dit et quand ça nous retombe dessus, il y a même là, je trouve qu'il y a un phrasé de clan. Ouais. Tu vois, il y a le PO, le manager, et il y a nous, l'équipe. Bah, oui, alors attention, hein, encore une fois, dans le contexte qu'il décrit, où cette personne qui est PO, je mets les guillemets parce que dès lors que tu commences à mettre du proxy PO, qu'est-ce qui est vraiment PO, qu'est-ce qui est vraiment pas PO, mais ça, en fait, c'est un peu une partie prenante toute puissante, Ouais. plus que réellement product owner dans le sens qui fait partie de l'équipe. Et probablement qu'avec les proxy PO, qui avaient certainement un déficit de légitimité et de pouvoir de décision, par contre, devaient être certainement très actifs, très au quotidien dans l'équipe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait souvent des proxy PO, même les équipes qui le demandent, parce que pour elles, à leur niveau, elles trouvent que ça va mieux en fait, parce qu'elles ont enfin une personne qui est à côté, qui a du répondant et ça se passe mieux. Bon, ça pose encore une fois d'autres problèmes quand on a besoin de prendre des décisions et d'avancer ensemble sur les vrais sujets. On a une vidéo sur le proxy PO d'ailleurs. Tout à fait. Et on en discute. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Quelles étaient tes ambitions? Est-ce que tu étais mal intentionné? Là, on est quand même dans... Moi je conseillerais plutôt d'éviter quand même ce genre de discours. Bon, après, sûrement pour la vidéo, Alec a synthétisé aussi c'est des vidéos courtes, hein. Mais là, on est typiquement dans l'interrogatoire, mais est-ce que tu as fait exprès d'être un connard ou est-ce que c'était pas exprès? Enfin, voilà, c'est quand même, encore une fois, très teinté, donc faites attention aussi. Encore une fois, partons du principe, si on veut partir du principe d'être bienveillant et de se dire que la personne n'était pas mal intentionnée, bah, posons-lui la question dans ce sens-là. Voilà, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ce que tu as cherché exactement, etc., plutôt que de partir sur une accusation. On peut être sûr, dans le sens où on a la conviction, on a la croyance, et c'est pas pour autant que c'est vrai. Exactement. Et j'ai presque envie de dire, d'autant plus dans un environnement politique, parce qu'après les gens peuvent en jouer, la différence entre ce qui est écrit et ce qui est parlé. Donc effectivement, il faut plutôt rentrer en mode premier degré sur toute la ligne. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été compris, quoi. Ouais, et en fait, sortir de l'émotionnel, revenir au factuel. Par contre, effectivement, et encore une fois, je pense que Alec a synthétisé dans la vidéo, mais qu'il l'a sûrement pas dit comme ça. Mais effectivement, si on arrive avec quelqu'un, imaginez en plus, on est en groupe contre la personne et à dire est-ce que tu as fait exprès d'être malveillant, forcément, la personne ne peut pas le prendre autrement qu'émotionnellement et risque de répondre sur le coup de l'émotion. Et justement pas d'une bonne façon en fait, même pour elle-même. Donc voilà, le but du jeu, c'est aussi d'émotionnaliser tout ça et de revenir un petit peu plus sur le factuel. Encore une fois, hein, on en revient aux bases de la CNV. De toute façon, c'est revenir à ce qu'on ressent plus que le sentiment, à l'expliquer. Et ensuite de laisser la personne interagir avec ça. L'expliquer de manière factuelle, justement. C'est ça. Des situations. C'est ça. Et surtout ne pas mettre de la volonté ou des sentiments ou des actions dans la bouche de l'autre. Dans le principe de la CNV, c'est qu'on ne peut que parler que de ce que nous, on ressent. Et enfin, dans un climat tendu, dans une organisation aussi politique, je n'aurais jamais dû envoyer un email. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Moi, c'est surtout ça qui m'a fait réagir le plus quand je l'ai regardé juste avant. Là. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? De se dire qu'il n'aurait jamais dû envoyer cet email? Je sais que ça me met mal à l'aise le côté de se dire, attention, il y a des canaux de communication informels et d'autres qui sont formels. Et dès lors qu'on est sur un canal de communication formel, il faut faire super attention parce que tout peut être retourné contre toi, parce que c'est un environnement politique. Alors, ça me dérange parce que ça nous dit clairement qu'on est dans cette notion de politique et que du coup on l'amplifie, enfin on continue de le faire vivre, on nourrit la bête. Ça me dérange. Maintenant, je peux comprendre que ça soit une solution de repli. Enfin, c'est-à-dire qu'après, il faut réussir à faire le mail d'une manière qui peut se retourner contre personne, qui reste purement factuelle et qui pose les choses.
Donc voilà, on peut aussi se demander, est-ce qu'au bout d'un moment, on a envie de travailler dans un environnement qui dépasse le stade du politique, qui est toxique, tout simplement, en fait. Et je voulais réagir aussi sur le côté qui vient dès le début de la vidéo, mais il n'en parle pas dans son apprentissage, on va dire. Le PO a divulgué des choses de la rétrospective. Moi, je suis de moins en moins, voire plus du tout depuis un certain temps, sur cette notion de la rétrospective. C'est que pour l'équipe, personne ne doit y aller, ni rien. Non. La rétrospective, et ça c'était Alain Holub qui en parlait, c'est quelque chose qui est fait pour améliorer son processus de travail. Et effectivement, tant on ne peut pas améliorer notre processus de travail parce qu'il y a des problèmes humains, on doit bien sûr le traiter, mais on ne peut pas le traiter si ça reste entre nous. On ne peut pas le traiter si on ne se permet pas d'aller dire « Tiens, attends, là, en tant qu'équipe, on a un problème. » Je mets un bémol par rapport à ce que je dis et ce que dit Alec, c'est qu'effectivement, ce qui est gênant, c'est pas tant qu'il soit allé divulguer ce qui a été dit en rétrospective, de ce que j'en comprends, mais plus que, comme il dit, il s'en sert pour être contre l'équipe. Voilà, je voulais insister quand même dessus ça doit pas être un problème que quelque chose sorte de la rétrospective. On ne devrait pas avoir besoin de cette règle. On peut être dans la situation où on en a besoin. Bon, mettons les mots sur de quoi on parle. C'est le fait qu'il y a un manque de sûreté psychologique et que quand le manager est dans la salle, plus personne ne dit rien. Quand on est dans cette situation-là, ok, peut-être qu'à très court terme, du coup, il faut le faire. Mais il faut bien être conscient que le plus gros problème de cette équipe reste le fait qu'on n'est pas capable d'avoir ces échanges ouvertement et que ça doit être une de nos priorités premières en tant qu'accompagnant d'équipe, de travailler sur ce sujet de sûreté psychologique. Ouais. Ça peut être entendable, mais tu vois, encore une fois, il y a toujours un deuxième niveau qui est vraiment genre... Bon, par contre, il va falloir qu'on arrive à travailler pour arriver à un stade où ce qui se dit dans cette salle peut sortir et qu'il n'y a aucun problème parce qu'on se dit ouvertement les choses. Et je fais bien attention, à chaque fois que je permets de se dire, ok, donc on fait sortir les gens, je réexplique toujours oui, mais parce que il faut qu'on travaille dessus. Les managers, si c'est des bons managers, ça va leur parler, tu vois, ça va leur déranger le fait que l'équipe qu'ils ne peuvent pas venir en rétrospective de l'équipe de temps en temps pour voir comment ça se passe, pour apporter leur soutien, etc. Mais du coup, si ça touche au manager, ça veut dire qu'on a une piste où on peut creuser. Toi, en tant que manager, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le principe de Gemba. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as effectivement le manager qui est jamais là, qui est tout le temps dans son bureau et qu'en fait on va voir que quand on a un problème ou quand on est le problème, on peut pas avoir une communication saine avec cette personne-là. On peut pas, il faut que ce soit du quotidien, il faut que la personne soit beaucoup plus proche de nous. Au final, le manager dont parle Alec, le PO dont parle Alec, en fait, ils sont trop loin du terrain, ils sont trop loin de l'équipe et ils devraient avoir des relations beaucoup plus sereines et proches de l'équipe. Mais qu'est-ce qu'on en attend de cette équipe ? Pourquoi elle bosse ? Pourquoi on la paye ? Que le PO veuille tacler l'équipe, soit là on est justement dans la très mauvaise interprétation, soit il y a un grand mélange des genres en fait, tu vois, mais normalement il veut que le produit réussisse, le PO, donc il veut que l'équipe réussisse, tu vois. Donc, ça doit être son intérêt aussi. Donc tout est possible, hein. C'est possible que tout s'entremêle et qu'il y ait des jeux derrière, etc. Ou voilà, et donc effectivement de remettre les trucs sur la table. On est d'accord que cette équipe-là, on les paye pas pour rien. Ils portent des vrais sujets, c'est problématique s'ils avancent pas. Et donc comment on les accompagne, comment on les aide, et du coup, malgré l'environnement politique, on doit pouvoir emmener quand même les gens à se dire qu'est-ce qu'on met en place pour que cette équipe, elle délivre des trucs, quoi. C'est ça mes apprentissages. Construire la relation avec mon PO, mettre de côté mes avis personnels au bénéfice de l'équipe et toujours discuter en face à face à partir du moment où il y a un quiproquo ou une situation conflictuelle. En tout cas, j'ai trouvé cet exercice très intéressant. Au final d'une vidéo de 4 minutes, on en a beaucoup discuté. Le rush fait plus de 40 minutes. Mais du coup, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc bien sûr, merci à Alec déjà d'avoir partagé ça. Ça nous permet d'avoir cette discussion et de faire émerger des choses aussi pour nous. Et puis on vous invite bien entendu à aller voir la chaîne d'Alec et puis à liker toutes ces vidéos, à les regarder. Il y a plein de petites vidéos, c'est des formats assez courts, donc super agréable à regarder. Top. Donc on a beaucoup parlé de cette posture de comment est-ce qu'on est un bon leader agile ou une bonne leader agile. Ça justement, c'est quelque chose dont on parle énormément dans notre formation Deviens meilleur leader agile. Et la première étape pour commencer à te former à ça, c'est notre formation gratuite. Donc va la voir tout de suite. Et tu peux aller voir cette vidéo sur la sûreté psychologique. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!